Bonjour à tous, bienvenue à Carrefour, votre magazine santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension artérielle. On l'appelle aussi le tueur silencieux. On définit l'hypertension artérielle comme étant une augmentation chronique de la pression artérielle. La plupart des personnes présentant une tension artérielle élevée ignorent qu'elles en sont atteintes, car la tension évolue sournoisement au fil des années. Il s'agit de la maladie cardiovasculaire la plus fréquente et représentant le facteur de risque le plus important. S'agit-il d'un symptôme, d'une maladie à part entière ou d'un facteur aggravant de maladie? Quelle est son importance statistique, son impact sur la santé des populations actives et quelles sont les modalités stratégiques de lutte contre ce mal qui fait tant parler de lui? Sur ce plateau, nous avons le docteur Stéphane Méo-Ikama, cardiologue au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Il répondra à toutes ces questions, c'est notre invité du jour. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Patrice Beveni. Comment définissez-vous la pression artérielle et l'hypertension artérielle? Oui, je vous remercie, monsieur Patrice. Avant de commencer, je voulais vous présenter tous mes remerciements pour l'honneur que vous nous faites en invitant sur ce plateau pour échanger avec vous sur un sujet aussi important, celui donc à trait à l'hypertension artérielle. Alors, pour essayer de comprendre cette notion, on va essayer de façon caricaturale de se représenter un peu, généralement un peu dans la réalité de la vie courante. Hein, l'hypertension artérielle, en réalité, c'est une maladie des artères. Et quand on voit les artères, ce sont donc des tuyaux par lesquels le sang circule. L'exemple le plus simple, c'est quand vous prenez par exemple le tuyau d'arrosage du jardin que vous utilisez pour pouvoir arroser votre jardin. Et quand vous ouvrez le robinet, il y a l'eau qui circule à l'intérieur. Donc c'est exactement ça le principe qui se passe au niveau de l'hypertension artérielle. Il s'agit donc d'un conflit entre le contenant étant représenté ici par le tuyau, donc l'artère, et le contenu. Le contenu ici, c'est le sang qui circule dans ce tuyau, donc le volume sanguin circulant. Ce sang qui circule dans ce tuyau va exercer une certaine force pour pouvoir faire en sorte que la circulation ne soit pas gênée, etc. Or, à un moment donné, il peut se créer un petit conflit dans le sens où le tuyau peut garder un calibre tout à fait normal, mais le volume du sang qui y circule devient un peu plus important. À ce moment-là, le sang est obligé de forcer un peu le passage, donc il augmente une force de passage dans cette artère, et ça se traduit cliniquement par ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Il existe des valeurs à partir desquelles on peut dire que cette valeur de pression artérielle peut être considérée comme étant une valeur estimative d'une hypertension artérielle. Alors, les scientifiques qui ont travaillé un peu dans ce sens ont pu finalement déterminer une valeur seuil à partir de laquelle on peut définir l'hypertension artérielle. Il s'agit donc d'une augmentation de cette pression artérielle dans le vaisseau qui va dépasser 14,9 cm de mercure. Hein. C'est pour ça qu'on entend souvent les gens dire j'ai 12,13 de tension, j'ai 12,10 de tension, j'ai 12,9 de tension. Donc la valeur seuil pour définir l'hypertension artérielle, c'est une pression artérielle supérieure ou égale à 14,9. Il y a deux valeurs. La première valeur 14, c'est ce que l'on appelle classiquement la première composante de la pression artérielle. C'est ce qu'on appelle la pression artérielle systolique. Et la deuxième valeur, qui est celle de 9, c'est la pression artérielle diastolique. Donc lorsqu'un individu atteint une pression artérielle de 14,9 ou dépasse cette valeur de 14,9, elle peut être considérée comme étant hypertendue. Voilà de façon simple comment on peut définir l'hypertension artérielle. Et que signifie le premier et le deuxième chiffre de pression artérielle? Quelle est leur importance? Voilà, merci encore. Au fait, la pression artérielle, c'est donc une constante qui comporte à peu près deux entités. On va essayer de parler d'entités. Deux entités ou deux composantes. En réalité, on a trois. On a ce qu'on appelle la pression artérielle systolique. C'est celle qui correspond donc au premier chiffre que je venais de vous donner, c'est-à-dire le 14 dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a le deuxième chiffre qui correspond en réalité à ce que l'on appelle la composante diastolique de la pression artérielle. C'est donc là le deuxième chiffre. Après, en dehors de cette composante systolique et de cette composante diastolique, c'est-à-dire le premier chiffre et le deuxième chiffre de la pression artérielle, nous définissons classiquement, mais ça c'est un peu en pratique clinique, hein, on n'utilise pas ça souvent, c'est ce qu'on appelle la pression artérielle moyenne.
qui vient un peu faire la sommation entre le chiffre le plus élevé, c'est-à-dire la pression artérielle systolique, et le chiffre le moins élevé, c'est-à-dire la pression artérielle diastolique. Mais de façon conventionnelle, nous, en pratique clinique, on retient le premier chiffre de la pression artérielle, c'est-à-dire la pression artérielle systolique, et le deuxième chiffre de la pression artérielle, c'est-à-dire la pression artérielle diastolique. Quelles sont les valeurs cibles de la pression artérielle? Docteur? Alors, plutôt que de parler de valeurs cibles, on va essayer plutôt de dire que l'hypertension artérielle, pour essayer de définir son degré de gravité, il existe en général une classification. Et cette classification se fait en fonction du niveau de chiffre tensionnel que l'on peut noter chez un individu. La plupart des sociétés qui ont travaillé sur l'hypertension artérielle ont actuellement de nos jours défini à peu près 3 niveaux d'hypertension artérielle. Il y a l'hypertension artérielle, ils appellent ça en termes de grade. L'hypertension artérielle de grade 1, l'hypertension artérielle dite de grade 2 et l'hypertension artérielle dite de grade 3. Ces grades sont donc définis en fonction du niveau de pression artérielle que peut présenter un sujet. Je prends l'exemple de l'hypertension artérielle dite de grade 1. C'est lorsque vous mesurez la pression artérielle chez un sujet et que son premier chiffre est compris entre 14 et 16. 15 fort, donc 16. Et le deuxième chiffre, lui, est compris entre 9 et à peu près 10 fort, donc 11. Le stade 2 de l'hypertension artérielle ou l'hypertension artérielle de grade 2, ce sont donc des chiffres intermédiaires qui vont partir pour la pression artérielle systolique, donc le premier chiffre, de 16 à moins de 18, et pour le deuxième chiffre, de 10 à moins de 11. Et enfin, l'hypertension artérielle de grade 3, elle va être donc définie pour toute pression artérielle supérieure à 18 pour le premier chiffre et supérieure ou égale à 11 pour le deuxième chiffre. Donc, cette stadification permet en termes classiques de définir le degré de gravité de l'hypertension artérielle. C'est ce que nous appelions classiquement autrefois par l'hypertension artérielle légère. Donc, c'est celle qui correspond à l'hypertension artérielle de grade 1. Et elle est dite modérée pour celle qui correspond à l'hypertension artérielle de grade 2 et sévère pour le grade 3, c'est-à-dire des pressions artérielles supérieures à 18-11. Et la tension normale est de combien? La pression normale chez un sujet, elle ne doit pas dépasser 14,9 pour ne pas catégoriser cette personne comme étant hypertendue. Ça veut dire que tout sujet normal doit avoir une pression artérielle qui ne dépasse pas 14 de premier chiffre et 9 de deuxième chiffre. Quand on dit ne dépasse pas, vous avez donc toute une plage avant ces valeurs-là. Oui, donc vous êtes à 12, Si vous êtes à 12,7 ou 12,8, on peut considérer que votre pression artérielle est normale. Voilà. Tout comme vous pouvez être à 10 de pression artérielle, on peut la considérer comme normale. Voilà. Mais l'essentiel, c'est de ne pas dépasser les 14,9 pour ne pas être considéré comme hypertendu. Et ne pas être trop en deçà. Ne pas être trop en deçà, je pense qu'on va en parler pour définir les notions de l'hypotension artérielle. Quels sont les facteurs responsables de l'apparition d'une hypertension artérielle, docteur? Alors ça, c'est une question intéressante finalement parce que nous, quand on traite le sujet de l'hypertension artérielle, pour essayer de comprendre un peu les mécanismes, comment est-ce que cette hypertension artérielle survient, on distingue en général 2 variétés. Parce qu'il y a ce que nous on appelle classiquement l'hypertension artérielle secondaire. Voilà. Et secondaire veut dire qu'elle est due à quelque chose, donc elle est due à une maladie quelconque, et que c'est du fait de cette maladie que l'hypertension artérielle apparaît. C'est une conséquence. Voilà, c'est une conséquence. Donc ça suppose qu'une fois qu'on a pu traiter cette maladie responsable de l'hypertension artérielle, théoriquement l'hypertension artérielle va disparaître. Donc on va être guéri de son hypertension artérielle. Il s'agit pour la plupart des maladies rénales, de certaines maladies endocriniennes. On va essayer d'en citer quelques-unes, mais il y en a tellement. Par contre, la variété la plus fréquente que nous rencontrons en pratique clinique, c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle dite primaire, ou sans cause, ou encore l'hypertension artérielle essentielle. Pourquoi on l'appelle essentielle? Parce que finalement, on ne peut pas savoir avec certitude à quoi elle est due. Quel est l'élément qui peut être directement à l'origine de cette hypertension artérielle. Et on se rend compte que finalement, dans cette variété d'hypertension artérielle dite essentielle, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte pour pouvoir favoriser la survenue de cette hypertension artérielle. Et parmi ces facteurs, c'est ce que nous rencontrons dans la pratique courante, dans la vie courante. Le fait de manger par exemple trop salé, ça peut prédisposer à développer une hypertension artérielle. Le fait d'être trop stressé, le fait d'être obèse ou d'avoir un surpoids. Il y a tout un certain nombre de facteurs qui entrent en ligne de compte. Et ce sont ces facteurs-là qui favorisent donc la survenue de l'hypertension artérielle dite essentielle. Au fait, ils peuvent s'intriquer, puisque chez un même individu, vous pouvez retrouver l'obésité, vous pouvez retrouver la consommation de sel. La consommation excessive d'alcool, c'est aussi un des facteurs favorisants de cette variété d'hypertension artérielle. Il y a la prédisposition héréditaire.
Hein, donc, quand vous êtes issu des parents hypertendus, il y a une forte probabilité que vous le deveniez lorsque vous êtes issu d'un parent hypertendu, mais a fortiori lorsque les deux parents finalement sont hypertendus. Donc, vous avez plus le risque de développer l'hypertension artérielle. Et ce risque, en général, est estimé entre 3 à 4 fois par rapport au sujet qui n'est pas issu des parents hypertendus. Donc, il y a cette connotation héréditaire là qui joue un rôle important dans ce qu'on appelle l'origine génétique de l'hypertension artérielle. Est-ce que vous pouvez nous établir une cartographie de l'hypertension au niveau du Congo? Bon, l'hypertension artérielle, on est tous d'accord qu'actuellement, c'est quand même l'une des maladies cardiovasculaires la plus fréquente. Hein. C'est la maladie cardiovasculaire la plus fréquente. Ceci n'est pas le fait que du Congo. Ceci se voit un peu partout au niveau de l'Afrique. D'un département à un autre, hein, voilà. au niveau du Congo. Alors, au niveau du Congo, pour être rationnel, actuellement, nous n'avons pas de données à l'échelle nationale. Nous n'avons pas de données à l'échelle nationale. La seule grande étude du terrain que nous avons retenue et qui a été l'étude qui finalement a essayé de bien circonscrire un peu la part de l'hypertension au niveau de la République du Congo, c'est une grande étude qui avait été menée en 2004 par notre chef de service, le professeur Kimbali Kaki, étude coordonnée par le ministère de la Santé puis l'Organisation mondiale de la Santé. Et donc dans cette étude, il avait été estimé une prévalence de l'hypertension artérielle chez des sujets âgés de 18 ans à plus à autour de 32,5%. Donc là, on notait déjà que quand même, au niveau de Brazzaville, près d'un Brazzavillois sur toi était hypertendu. Donc c'est une statistique très importante. Mais par contre, nous n'avons pas de données qui puissent refléter la réalité au niveau de l'échelle nationale. Simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore mené des études un peu à ce niveau. Et donc aujourd'hui, je ne saurais vous dire si dans tel département, il y a plus d'hypertendus par rapport à tel autre. Et ça, on va essayer d'entreprendre un peu des études dans ce sens pour pouvoir établir cette cartographie dont vous parlez. Oui. Mais actuellement, on n'a pas de données dans ce sens pour pouvoir établir une prévalence départementale d'hypertension artérielle en fonction des régions. Pour le moment, on n'en a pas. Quels sont les symptômes ressentis en cas d'hypertension artérielle? Alors, l'hypertension artérielle, vous-même vous l'avez dit dans votre propos introductif, que vous l'appelez parfois tueur silencieux. Oui. Hein? C'est un terme qui est beaucoup utilisé simplement pour dire que c'est une maladie qui peut être en vous sans que vous ne le sachiez. Hein? Donc, on peut être potentiellement des hypertendus qui s'ignorent. Et c'est parfois, très souvent, malheureusement, à l'occasion d'un autre examen, où on va voir le médecin pour autre chose et finalement au cours de son examen, il vous mesure la pression artérielle, il se rend compte que vous avez des chiffres tensionnels élevés, donc vous faites de l'hypertension. Ça, c'est la modalité de découverte souvent la plus fréquente. Donc une découverte fortuite, où on ne se plaint de rien, mais lorsqu'on vous mesure la pression, on se rend compte que vous avez des chiffres de là de 14,9, donc vous êtes considéré comme hypertendu. Mais en dehors de ça, il y a certaines manifestations cliniques que nous on appelle symptômes, mais qui ne sont pas spécifiques à l'hypertension artérielle. Vous avez par exemple des gens qui ont des maux de tête ou des céphalées en permanence. Oui. Ça peut être un des éléments qui peut traduire la présence de l'hypertension artérielle. Les vertiges invalidants, vous avez des vertiges sans arrêt, etc. Ça peut aussi traduire l'existence d'une hypertension artérielle. Parfois, vous avez des douleurs au niveau de la poitrine, sans autre chose, et on vous mesure la pression artérielle, elle est élevée. Il y a par exemple des gens qui parfois saignent du nez. C'est ce qu'on appelle classiquement l'épistaxis. Hein, vous pouvez être assis spontanément, mais vous avez le sang qui coule du nez. Et ça, ce n'est pas très courant que ça arrive chez un adulte. Donc si un adulte fait des saignements de nez comme ça, la première des choses, c'est de pouvoir lui vérifier la tension pour se rendre compte qu'il n'a pas des chiffres tensionnels élevés, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas l'hypertension artérielle. Donc il y a certains signes non spécifiques comme ça qui peuvent déjà orienter vers la probabilité que pourquoi vous vous preniez peut être en rapport avec l'hypertension, mais sinon, il n'y a pas un symptôme spécifique à l'hypertension pour dire, dès que j'ai ceci, ça veut dire qu'il y a probablement une hypertension. Donc il y a des manifestations non spécifiques, et je rappelle que la plupart du temps, la découverte est fortuite. Un internaute dit, chaque fois qu'il va consulter, il est victime de ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Expliquez-moi ça. Voilà, à la maison, il a une tension normale, oui. Mais quand il va en consultation... Ça, c'est effectivement... Merci, c'est effectivement une variété d'hypertension artérielle définie. Au fait, c'est des sujets qui, lorsqu'ils viennent au contact du personnel soignant, fût-il un médecin ou un infirmier, et il se dit certainement, mais qu'est-ce qui peut m'arriver à ce moment-là? Donc, il crée des décharges au niveau de son organisme, en particulier des substances que nous on appelle des catécholamines, qui vont essayer d'accélérer un peu le fonctionnement de l'organisme. Les catécholamines, ce sont des hormones qui fonctionnent, qui plutôt régulent le fonctionnement de l'organisme. Lorsque vous êtes dans une situation de stress ou d'angoisse, etc., donc ces substances-là peuvent
être sécrété de façon importante. Et à ce moment-là, ça accélère le fonctionnement de l'organisme. Et dans cette accélération du fonctionnement de l'organisme, vous avez la pression artérielle qui monte. Et pourtant, quand il sort du cabinet de consultation du médecin, il rentre chez lui, mais il retrouve une pression artérielle tout à fait normale. Et à ce moment-là, les Blancs qui ont fait ce genre d'études ont essayé de retenir cette variété d'hypertension artérielle comme étant une hypertension artérielle dite blouse blanche, donc induite par la présence du personnel soignant. Et on va voir qu'il y a des modalités de vérification de la pression artérielle qui peuvent de façon tout à fait classique mettre en évidence cette variété d'hypertension artérielle dite blouse blanche. Alors que recherche donc le médecin dans son examen clinique? Alors, finalement, l'hypertension artérielle, le malade vient, il se plaint des symptômes, etc. Vous lui vérifiez la tension, vous tombez sur des chiffres tensionnels élevés. Donc, l'examen clinique à ce moment-là est capital parce que rien que cet examen-là va vous permettre déjà de stadifier le degré de sévérité de votre hypertension en fonction des chiffres tensionnels que le médecin va enregistrer chez le patient. Est-ce que, en fonction du niveau de chiffres que le malade va présenter, il va le dire, est-ce que c'est une hypertension artérielle légère? Est-ce que c'est une hypertension artérielle modérée ou plutôt ce patient présente une hypertension artérielle sévère? Donc, en fonction de ce niveau de chiffre tensionnel, il peut déjà se rendre compte du caractère sévère ou non de son hypertension. Deuxièmement, à l'examen, il fait un examen clinique normal. Donc, il va essayer de rechercher si, en dehors des chiffres tensionnels, le patient ne présente pas d'autres éléments qui peuvent orienter vers une maladie qui peut expliquer la présence de l'hypertension artérielle. Je parlais ici des hypertensions artérielles dites secondaires. Donc, il y a certaines manifestations cliniques et certains signes d'examen qui, lorsque vous les avez, ça peut vous préjuger du caractère secondaire de cette hypertension artérielle. À ce moment-là, il va chercher si, par exemple, en auscultant le malade, il entend des bruits anormaux que nous appelons classiquement des souffles. Il y a des foyers assez précis où lorsque vous mettez votre stéthoscope, vous écoutez un bruit anormal, soit au niveau de la fosse iliaque ici, soit au niveau du thorax, etc. Et ce bruit-là, lorsqu'il est anormal et en fonction de sa nature, peut vous dire attention, un sujet normal ne doit pas avoir ça. En plus, c'est un sujet qui a une hypertension avec un souffle comme ça, peut-être que son hypertension artérielle a un caractère secondaire. À ce moment-là, il va essayer en fonction de sa compétence clinique, des différents examens qui sont à sa possession, pouvoir progresser vers la probabilité de mettre en évidence une hypertension artérielle secondaire. On peut aussi tomber sur un examen clinique tout à fait pauvre, c'est-à-dire qu'en dehors des chiffres tensionnels, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, bien on se contente de ne prendre en compte que les chiffres tensionnels qu'on a notés chez le patient. D'accord. Et y a-t-il plusieurs types d'hypertension? Si oui, lesquels? Alors, effectivement, il existe plusieurs types d'hypertension. Et dans cette typologie, on va peut-être essayer de se mettre un peu par rapport à la classification que je vous avais donnée dès le départ. Alors, en général, l'hypertension la plus fréquemment rencontrée, c'est celle qui intéresse l'élévation à la fois du premier chiffre et du deuxième chiffre. Ouais. C'est ce que nous on appelle classiquement l'hypertension artérielle systolo-diastolique, parce qu'elle va élever la pression artérielle systolique, donc le premier chiffre de la pression artérielle, et la pression artérielle diastolique. Et il s'agit souvent d'une hypertension artérielle dite permanente, puisque vous la vérifiez régulièrement et vous vous rendez compte que le patient présente toujours ces deux chiffres-là qui restent élevés. Il y a également une deuxième variété d'hypertension artérielle où vous avez le patient, il n'élève que le deuxième chiffre de la pression artérielle, c'est-à-dire que la pression artérielle diastolique, alors que sa pression artérielle systolique est tout à fait normale. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a 13-10, on sait bien que 13 c'est une pression artérielle systolique normale, mais le 10, c'est une pression artérielle diastolique qui n'est pas normale. Donc il est déjà au-delà des valeurs de normalité. On peut donc le considérer comme hypertendu, mais cette fois-ci, il fait une hypertension artérielle dite diastolique, parce qu'il n'y a que le deuxième chiffre qui est élevé. Et c'est toujours aussi dangereux? C'est toujours aussi dangereux parce que ça comporte le même niveau de risque. Troisièmement, vous avez d'autres sujets qui, finalement, vont n'élever que le premier chiffre de pression artérielle, alors que leur deuxième chiffre de pression artérielle est tout à fait normal. Oui. Ça, c'est ce que l'on appelle classiquement l'hypertension artérielle systolique isolée. Et ça, c'est une variété qu'on rencontre souvent chez des sujets âgés. Plus on avance en âge, les artères ont commencé à vieillir, à se rigidifier, etc. Et malheureusement, chez eux, on n'a que parfois le premier chiffre qui monte. Donc, il vient vous voir en consultation, il fait 17,7 de tension, 17,8 de tension. Et à ce moment-là, vous vous dites, mais pourquoi le 8, il n'est pas au-delà de 9 par rapport au seuil fixé, mais il a quand même 17. Ça veut dire que c'est une hypertension artérielle, mais à prédominance systolique. Donc l'hypertension artérielle systolique du sujet âgé. Ça, c'est donc dans l'hypertension artérielle classique et permanente que nous notons.
Maintenant, vous avez tout à l'heure évoqué la question de l'hypertension artérielle dite blouse blanche. Ça, on n'y revient pas. L'effet blouse blanche. Voilà, donc la définition est simple. La pression ne monte qu'au cabinet du médecin, alors que tout le temps, elle est normale en dehors du cabinet. Oui, c'est une fausse hypertension. On n'a pas besoin de la traiter et elle ne comporte aucun risque particulier. Oui, mais ça, c'est l'élément rassurant. Oui, mais le médecin, lui, il réagit par rapport aux chiffres qu'il a. Oui, mais c'est pour ça qu'on va essayer de voir que finalement, la décision de prendre en charge un patient ne dépend pas que des mesures que vous allez faire en pratique clinique, donc au cabinet, et que finalement, il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte ou d'autres examens qui vont vous orienter vers la probabilité d'une vraie hypertension ou encore d'une fausse hypertension, telle qu'on l'a dit tout à l'heure, l'hypertension artérielle blouse blanche. Mais à côté de l'hypertension artérielle blouse blanche, il y a aussi une variété qui n'est pas souvent très connue, mais qui en réalité existe. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle masquée. Et ça, c'est typiquement l'inverse de l'hypertension artérielle blouse blanche. C'est-à-dire qu'un individu qui vient au cabinet du médecin, vous lui vérifiez la pression artérielle, ben, il est à 12,7, 12,8, 13,8, etc. Une pression artérielle normale. Et pourtant, lui, de temps en temps, il vous dit j'ai des céphalées, j'ai des vertiges. Donc ce sont quand même des signes qui peuvent orienter. Mais pourquoi il ne fait pas de la tension? Et quand il sort du cabinet du médecin, chez lui, ben, il fait des 17 de tension, 18 de tension. Donc c'est vraiment une vraie hypertension artérielle. Elle est dite masquée parce que le médecin ne la rencontre pas en pratique clinique au moment où il examine le patient. Et on verra qu'il y a des examens qu'on peut faire pour pouvoir mettre en évidence cette variété d'hypertension artérielle dite masquée. Comment mesurer la pression artérielle? Quelle est la méthode de mesure la plus fiable? Alors, pour passer aux différentes méthodes de mesure de la pression artérielle, on va donc dire que la méthode la plus connue, la plus anciennement connue, la plus utilisée, c'est toujours la méthode qui consiste à utiliser un tensiomètre dit un sphygmomanomètre. Hein. C'est ce que nous utilisons classiquement. Et électronique? Voilà, non. C'est le tensiomètre classique où vous avez le brassard que le médecin va poser sur le bras du patient et il va essayer de gonfler le brassard et après il met son stéthoscope, les embouts du stéthoscope dans les oreilles et puis il va essayer de dégonfler progressivement le brassard pour pouvoir capter le premier bruit qui va donc signer le premier chiffre de la pression artérielle, c'est-à-dire que la pression artérielle systolique. Et le dernier bruit qu'il aura entendu va correspondre donc au deuxième chiffre de la pression artérielle, c'est-à-dire que la pression artérielle diastolique. Ça, c'est donc la méthode conventionnelle, la plus utilisée et qu'on a presque toujours tous utilisée. Maintenant, on s'est rendu compte qu'en dehors de cette méthode de mesure de pression artérielle avec un tensiomètre classique, donc un sphygmomanomètre, il y a les tensiomètres électroniques. Hein, les tensiomètres électroniques qu'on peut utiliser soit avec un brassard, soit avec un poignet. Donc ce sont des gadgets comme ça électroniques qu'on utilise. Mais ces tensiomètres-là aussi sont actuellement validés pour pouvoir mesurer la pression artérielle d'un individu. Et ça donne aussi des mesures fiables. Quand ce n'est pas bien calibré, ça... Le problème du calibrage dépend du constructeur et vous aussi, vous pouvez le calibrer, ça ne pose pas de problème. Généralement, quand ils viennent, ils ne posent pas beaucoup de problèmes. Ce sont ce qu'on appelle des dispositifs prêts à l'emploi. Ils sont prêts à l'emploi et aujourd'hui, il y en a tellement, puisque l'industrie commerciale, c'est ça, hein. J'ai inventé, X va copier, Y va copier, au point où on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs tensiomètres électroniques sur le marché, mais pourtant, tous ces tensiomètres électroniques-là ne répondent pas aux normes requises. Et c'est pour ça que nous, quand on conseille aux patients d'aller acheter ces dispositifs, on leur donne souvent des modèles qui sont recommandés, hein, puisqu'il y a toute une liste qui avait été établie par des sociétés savantes qui travaillent pour dire, nous, quand on recommande un appareil d'automesure, voilà les noms des différents appareils que vous pouvez acheter. Et que les autres, si le nom n'y figure pas, mais parce que ce n'est pas une marque fiable et donc elle n'est pas à recommander à quelqu'un. Donc, les tensiomètres électroniques aujourd'hui sont même en train de prendre le dessus sur la mesure conventionnelle que nous utilisions autrefois, c'est-à-dire le brassard avec le stéthoscope et que les médecins utilisent, en sachant que le brassard et le stéthoscope, c'est typiquement réservé au personnel soignant, alors que les autres appareils électroniques peuvent être utilisés par tout le monde et voire même par le non-soignant. Voilà. En plus de deux méthodes, vous avez donc une troisième méthode, c'est ce que l'on appelle classiquement un enregistreur permanent de la pression artérielle, donc la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Ce sont des dispositifs où le patient il arrive un matin auprès de son médecin, lorsque celui-ci a ce dispositif, il lui fait porter un brassard avec un appareil électronique qu'il va garder par devers lui. Et c'est cet appareil-là qui va essayer de prendre des mesures de façon répétée. Donc, généralement, on programme l'appareil pour que ça fasse des mesures à intervalles d'à peu près 15 minutes dans la journée. L'idéal, c'est d'avoir un certain nombre, un nombre important de mesures pour pouvoir calculer les moyennes et voir en fonction des différentes moyennes qu'on aura, si ce patient-là est au-dessus des seuils fixés pour pouvoir
le catégoriser comme étant hypertendu, ou si plutôt les moyennes de cette tension de 24 heures restent normales, à ce moment on va penser que c'est plutôt un sujet qui n'a pas de problème d'hypertension. Donc ça c'est très très important pour pouvoir à la fois diagnostiquer l'hypertension artérielle blouse blanche ou encore l'autre variété, c'est l'hypertension artérielle masquée. Donc ça s'appelle la mesure ambulatoire de la pression artérielle et c'est une méthode d'enregistrement strictement électronique et automatique et qui ne se fait qu'en ambulatoire où le patient il arrive, il porte, il part avec, il mène une activité quotidienne, etc. Il dort avec et puis il ramène le lendemain auprès du médecin et il prend les données, il va les télécharger et le logiciel va, en fonction des calculs qui vont être faits, dire si effectivement on peut considérer le patient comme étant hypertendu. Donc globalement, il y a à peu près ces 3 méthodes de mesure et en sachant que les mesures ambulatoires actuellement ont tendance à prendre le dessus sur la mesure conventionnelle, c'est-à-dire l'utilisation du brassard et du stéthoscope que le médecin fait. Donc la plupart des sociétés savantes actuellement recommandent plus l'utilisation de ces mesures ambulatoires du fait de leur fiabilité en termes de diagnostic, mais aussi en termes de surveillance et de l'efficacité des traitements pour des malades déjà traités. Je veux mesurer ma tension artérielle. Je choisis n'importe quel bras, c'est pas... Voilà, en réalité, lorsqu'on veut mesurer la pression artérielle, on choisit n'importe quel bras. Voilà. On peut utiliser le bras gauche ou le bras droit. Mais pour la première fois quand le médecin reçoit un patient dans son cabinet, il nous est toujours recommandé de prendre la pression artérielle sur les 2 bras. Donc, je vérifie la pression artérielle au niveau du bras gauche et je vérifie aussi la pression artérielle au niveau du bras droit. Pourquoi on nous donne ces consignes? C'est parce qu'on veut essayer de comprendre est-ce qu'il y a une certaine asymétrie de pression artérielle entre les 2 bras. Parce que théoriquement, c'est vrai que l'organisme a toujours un côté dominant. Donc, on n'est pas toujours surpris de trouver, par exemple, 14,9 à gauche et puis 13,8 à droite ou encore 15,9 à droite. Vous voyez, la marge n'est pas très, très importante. Mais s'il vous arrive de trouver, par exemple, 14,9 d'un côté et que 10,6 ou 10,7 de l'autre, vous voyez, la tension artérielle est tellement asymétrique que ça suppose qu'il se passe un problème au niveau de la vascularisation. Donc, au début, on mesure toujours au niveau des 2 bras pour être rassuré de ce caractère symétrique. Et si il arrivait que la pression artérielle soit asymétrique, nous, en tant que cliniciens, on peut déjà commencer à se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas une hypertension artérielle due à une maladie quelconque qui bouge, par exemple, les artères, etc. Okay. Mais en pratique clinique, lorsque vous avez déjà eu par le passé à examiner un malade et lui avoir vérifié la pression artérielle et au bras gauche et au bras droit que vous n'avez pas trouvé une asymétrie importante, prenez besoin chaque fois qu'il revient que vous cherchez à vérifier sur les 2 bras. Vous vous contentez de vérifier ou sur le bras gauche ou sur le bras droit. Docteur, au bout de combien de temps une hypertension artérielle est confirmée chez un patient? Voilà. Alors ça, c'est toujours un peu la difficulté qu'on a à chaque fois en pratique clinique. La littérature et puis les données des études qui ont été faites par rapport aux différentes sociétés qui travaillent beaucoup sur l'hypertension artérielle. En général, lorsque un patient vient au cabinet ou en consultation chez vous, vous l'examinez, vous le trouvez avec une pression artérielle élevée. Et là aussi, il faut tenir compte des conditions de mesure. Ça, c'est important, on n'en a pas parlé dès le départ. En général, il faut d'abord être rigoureux sur les conditions de mesure de la pression artérielle. Ça suppose que le malade arrive, il doit être quand même au repos. Il faut qu'il prenne le temps de se reposer, à peu près une dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes. Et généralement, on recommande de vérifier la pression artérielle à un sujet qui soit à distance d'un événement récent, c'est-à-dire qu'il n'ait pas fumé, qu'il n'ait pas pris de l'alcool, qui n'ait pas rapidement pris un repas pour pouvoir aller chez le médecin et qu'on lui vérifie. Est-ce que les médecins ont le temps de... Ça, c'est la difficulté qu'on a après. Bon, chacun sa façon de faire, etc. On sait bien que théoriquement, en pratique clinique, ces conditions ne sont pas toujours très, très respectées. Mais c'est parfois des erreurs qu'on fait. Le docteur Ikama respecte ces conditions quand même. Bon, le docteur Ikama, il n'est pas le seul cardiologue. Je vais simplement dire que lorsqu'on fait cette pratique médicale, on est parfois obligé de se soumettre à ce genre d'exercice. Donc, respecter les conditions de mesure, le malade doit être au calme. Et même la salle où vous allez examiner le patient, c'est une salle qui doit répondre à un certain nombre de conditions. Loin des nuisances sonores où vous avez un box de consultation, des nuisances sonores, la musique qui peut partir à gauche, à droite, alors que vous êtes en train d'examiner un malade, tout cela, ça peut perturber votre consultation. Donc il faut que les conditions de mesure soient à peu près correctes. Vous lui faites une première mesure de pression artérielle, vous trouvez qu'il a des chiffres tensionnels un peu élevés, vous le demandez en l'espace de 5 minutes, un petit repos, vous lui refaites encore les mesures. Deuxième mesure, vous lui demandez à nouveau un petit repos et vous lui refaites encore à peu près une troisième mesure. Si les 3 mesures que vous venez de faire vous donnent des chiffres qui sont constamment au-dessus des valeurs normales, c'est-à-dire qu'au-dessus de 14,9, tel que nous avons donné tout à l'heure, vous considérez que ce patient, il s'agit effectivement d'un hypertendu.
À la rigueur, parfois on fait la sommation de ces 3 mesures. Donc vous avez eu 3 mesures de suite, vous faites la sommation pour avoir la moyenne de ces 3 mesures, et c'est en fonction de ça que vous pouvez dire que votre patient est en train de faire de l'hypertension artérielle ou pas. Ces 3 mesures qui vous donnent une hypertension artérielle, mais vous confirmez votre hypertension artérielle. Est-ce que confirmer veut dire traiter? Ça, c'est dans la suite qu'on va voir effectivement. Et quelles sont les conséquences directes de l'hypertension artérielle sur l'organisme? Alors, donc, l'hypertension artérielle, finalement, on se rend compte que c'est une maladie, on va dire grave, hein, puisque c'est une maladie grave qui a des répercussions sur les différents organes du corps humain. Et il y a 3 organes essentiels qui sont intéressés par l'hypertension artérielle, donc ils sont directement touchés par l'hypertension artérielle. Et parmi ces organes, on va commencer par le cœur, puisque nous sommes nous-mêmes cardiologues. Donc au niveau du cœur, une hypertension artérielle qui n'est pas bien traitée ou suffisamment bien traitée peut avoir des conséquences sur le cœur. En termes de grossissement de cœur, donc ça peut essayer de faire grossir le cœur, ça s'appelle une hypertrophie ventriculaire gauche. Pourquoi ce cœur va grossir? Parce que le cœur, c'est le moteur de l'organisme. Il joue la fonction pompe. C'est lui qui va prendre le sang, pomper pour le ventiler dans le reste de l'organisme. Et pour que ce sang qui ventile là arrive à fonctionner normalement, il faut que les pressions dans les vaisseaux ne soient pas très élevées. Ça veut dire qu'il faut que l'organisme fonctionne à moins de 14 et à moins de 9. Et si vous avez un individu qui est à chaque fois à 17 de tension, 18 de tension, ça veut dire que le cœur, pour fonctionner, est obligé de fournir un effort supplémentaire pour envoyer son contenu et aller lutter contre ces résistants qui sont élevés au niveau des artères. Et un muscle qui travaille beaucoup, comme on dit, finit par grossir, donc par s'hypertrophier. Donc la première conséquence, c'est le gros cœur, donc l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et ce gros cœur peut parfois arriver à se fatiguer. Et arriver à se fatiguer, il devient ce qu'on appelle insuffisant. Donc vous pouvez faire de l'insuffisance cardiaque, avec des essoufflements sans arrêt, etc. Un hypertendu aussi peut malheureusement faire ce qu'on appelle des crises cardiaques, c'est-à-dire que les infarctus du myocarde. Tout cela, ce sont des pathologies qui peuvent se compliquer. L'hypertension artérielle peut se compliquer au niveau du cœur en donnant à peu près ces 3 grands groupes pathologiques. En dehors du cœur, le deuxième organe, ou l'un des organes qui est également touché par l'hypertension artérielle, c'est le cerveau. Et c'est pour ça que vous voyez actuellement, tout le monde en parle. Accident vasculaire cérébral, accident vasculaire cérébral. Voilà, les AVC comme on dit. Tout le monde dit parfois AVC, mais après on oublie que c'est finalement ce n'est que la conséquence. Voilà, la conséquence d'une des pathologies en tout cas, le plus fréquemment incriminée, c'est l'hypertension artérielle, qui est l'un des facteurs de risque le plus important de l'accident vasculaire cérébral. Donc l'hypertension artérielle peut se compliquer au niveau du cerveau par des accidents vasculaires cérébraux qui peuvent être soit des saignements, donc des accidents hémorragiques ou encore ischémiques avec des artères qui se bouchent. Le troisième organe, c'est le rein. L'hypertension artérielle, lorsqu'elle n'est pas bien traitée, elle n'est pas bien contrôlée, peut finir par détruire le rein. Donc créer ce qu'on appelle une insuffisance rénale, qui peut évoluer progressivement et pendant longtemps, mais parfois elle peut évoluer très rapidement et nécessiter une prise en charge, par exemple, comme une dialyse. Donc c'est vraiment une pathologie grave du fait des complications qu'elle peut engendrer au niveau de l'organisme, en particulier au niveau du cœur, au niveau du cerveau et au niveau du rein. Donc voilà, globalement, ce sont ces 3 organes-là qui ont été posés. On sait qu'il y a bien d'autres qui peuvent être également touchés par l'hypertension artérielle. Quelle est la prise en charge initiale avant traitement de l'hypertension artérielle? Alors, la prise en charge initiale de l'hypertension artérielle va donc se faire comme celle qui se fait pour toutes les autres maladies chroniques. L'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique. Une fois qu'elle est installée, on n'en guérit pas. Sauf dans quelques cas exceptionnels. Sauf si on prend quelques tisanes. Non, ça on va y arriver. Donc globalement, l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique. Et qui dit maladie chronique, donc c'est quelque chose qui va durer le plus longtemps possible avec l'individu tant qu'elle est en vie. Ça veut dire que lorsque vous la diagnostiquez, cette hypertension artérielle, il faut essayer de stadifier son degré de gravité. Donc, ce n'est pas qu'on trouve une hypertension artérielle à un sujet et automatiquement on donne des médicaments. Non. Donc, vous allez voir qu'en pratique clinique, le médicament est donné en fonction du risque que le médecin a jugé par rapport au patient qui est en face de lui. Ça veut dire qu'on ne traite pas que l'hypertension, mais on traite aussi le risque de ce sujet-là par rapport à son hypertension. C'est-à-dire? Généralement, l'hypertension artérielle est confirmée et on essaie de voir chez ce patient si en dehors de son hypertension artérielle, il n'a pas un autre facteur de risque dit cardiovasculaire. Par exemple,
est-ce que ce sujet-là, en dehors de son hypertension artérielle, il n'est pas diabétique? Est-ce qu'en dehors de son hypertension artérielle, il n'est pas obèse? Est-ce qu'en dehors de son hypertension artérielle, il n'a pas beaucoup de cholestérol? Hein, parce qu'on sait que le cholestérol, c'est des pathologies qui peuvent boucher les artères, etc. Donc, on essaie de faire un peu cette estimation du risque-là pour se dire, par rapport à ces niveaux de chiffres et par rapport aux autres facteurs de risque qu'il a, il est un sujet à risque cardiovasculaire et il faut le traiter. Et le traitement ne commence pas que par des médicaments, le traitement commence aussi par ce qu'on appelle les mesures d'hygiène de vie. Ce que nous on appelle classiquement les règles hygiéno-diététiques. Donc, il faut essayer de lui apporter un certain nombre de conseils sur son alimentation. Hein? Il doit commencer à modifier ou à diminuer la consommation de sel, modifier ou diminuer la consommation d'aliments gras, perdre du poids s'il était obèse, modérer ou diminuer la consommation d'alcool. S'il fumait, il faut qu'il pense à commencer à diminuer un peu de fumée. Si c'était quelqu'un de sédentaire, il faut qu'il commence à faire un peu d'activité physique. Donc, il y a un certain nombre de mesures comme ça qui viennent renforcer déjà la prise en charge initiale de l'hypertension artérielle. Et puis après, on verra que si ces mesures ne suffisent pas, on est obligé de recourir aux médicaments. Mais parfois, en fonction du degré de sévérité et de gravité du sujet qui est devant vous, on associe et mesures hygiéno-diététiques et médicaments pour pouvoir optimiser sa prise en charge. D'accord. Les modifications de mode de vie peuvent-elles abaisser la pression artérielle? Si oui, lesquelles? Oui, ça a été démontré. En tout cas, il y a plusieurs études qui ont démontré que les modifications de mode d'hygiène de vie permettent de minimiser le niveau d'élévation des chiffres tensionnels. Ce sont celles dont je venais de vous juste donner minimiser, hein, mais ça, on n'arrêtera pas la tension. Une fois que la tension artérielle est installée, c'est fini, c'est à vie. Le tout dépend du degré de gravité. En réalité, l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique. Une fois que vous l'avez déclarée, il n'y a pas d'autre possibilité pour dire qu'elle va disparaître. Donc, à ce moment-là, en optant pour les mesures d'hygiène de vie, c'est soit en fonction du niveau de gravité que présente le patient, vous n'êtes pas obligé de lui donner des médicaments, vous lui conseillez ces mesures d'hygiène de vie. Ah oui, et ça, parfois, si le niveau de pression n'est pas très élevé, s'il n'a pas un risque cardiovasculaire important, en tenant compte du fait qu'en dehors de la tension, est-ce qu'il a autre chose, parfois ces mesures d'hygiène de vie peuvent suffire. Et vous allez le reconvoquer à un intervalle que vous allez définir pour voir si 4, 5 mois, 6 mois après qu'il ait observé ces mesures d'hygiène de vie, sa pression artérielle qui était à tel niveau a tendance à baisser. Ça veut dire que vous êtes assez efficace et on peut continuer avec les mesures d'hygiène de vie. Mais parfois, vous le reconvoquez et que son niveau de pression artérielle n'a pas beaucoup varié. À ce moment-là, en plus de ces mesures, vous êtes obligé de chercher à le mettre sous traitement médical, malheureusement. Et comment traiter médicalement une hypertension artérielle? Quels sont les moyens médicamenteux dont les médecins disposent? Bon, aujourd'hui, l'hypertension artérielle, c'est quand même une pathologie qui a tout un arsenal thérapeutique qui existe. Il y a plusieurs médicaments actuellement disponibles pour pouvoir traiter des patients hypertendus. Ces médicaments-là sont souvent répartis en classes. Il y a plusieurs classes de médicaments. En général, il y a 5 à 6 classes de médicaments. On ne va pas faire un cours de thérapeutique, c'est juste pour essayer de se donner un peu une idée. Et que dans ces différentes classes de médicaments, il y en a qui sont un peu plus préférés que d'autres. Ça, c'est par rapport aux recommandations des sociétés savantes, etc. Donc, ces sociétés-là nous recommandent en général, lorsque vous avez un sujet hypertendu qui se présente à vous et que, par rapport à son niveau de pression artérielle ou au niveau de risque cardiovasculaire qu'il a, vous avez décidé de le mettre sous traitement, en général, on fait un choix. Et enfin, le choix... Ces sociétés-là, on entend par société les labos, quoi. Les non, ce n'est pas des labos. Ah. Les sociétés savantes, ce sont des sociétés qui font des travaux, qui font des publications, des recommandations sur certaines pathologies, etc. Par exemple, vous avez la Société française de cardiologie, vous avez la Société américaine de cardiologie qu'on appelle American Heart Association. Donc, ce sont eux qui élaborent ces recommandations-là pour pouvoir donner aux médecins des armes qui leur permettent de traiter des malades avec des preuves, donc avec raison. Pour dire, si j'ai un malade qui présente tel profil, les recommandations disent, voilà ce qu'on doit lui proposer comme traitement. Donc, ces sociétés-là nous ont recommandé, nos médecins, que lorsque vous avez un patient hypertendu devant vous et que vous voulez le mettre sous traitement, on vous donne le choix de commencer par un médicament d'abord ou encore de commencer par 2 médicaments, mais associés. C'est ce qu'on appelle des combinaisons fixes. Donc, c'est vous, médecins, qui voyez en fonction du profil de votre patient, en fonction de vos habitudes de prescription, lorsque vous voulez commencer à initier un traitement chez un malade, est-ce que vous préférez commencer par un seul médicament, ça s'appelle une monothérapie, ou vous allez commencer plutôt par 2 médicaments, mais les 2 médicaments associés qu'on appelle une bithérapie fixe. Ça, c'est ce que les recommandations nous donnent actuellement. Une fois que vous avez initié ce traitement, il faut lui laisser un peu le temps de faire ses preuves pour voir si ce traitement-là a tendance à être efficace ou pas. C'est pour ça qu'après, vous êtes obligé de reconvoquer votre patient
4 à 6 semaines après, pour voir si 4 à 6 semaines après, avec la prise régulière de médicaments, s'il respecte toutes les consignes que vous lui avez données, si sa pression artérielle a tendance à se normaliser, c'est-à-dire que revenir à des valeurs normales, là on arrive à ce qu'on appelle l'objectif tensionnel. C'est-à-dire quand vous traitez un malade, vous vous dites, moi mon traitement c'est pour arriver à équilibrer sa pression artérielle. Équilibrer veut dire que vous avez une valeur que vous êtes fixée. Et ces valeurs-là, actuellement, ce sont ces sociétés-là qui les définissent. C'est ce que nous on appelle l'objectif tensionnel. C'est revenir ou ramener la pression artérielle à moins de 14 pour le premier chiffre et moins de 9 pour le deuxième chiffre. Donc, quand vous donnez un médicament, votre but, c'est que quand le malade reviendra au contrôle, que vous tombiez sur une pression artérielle inférieure à 14 pour le premier chiffre et inférieure à 9 pour le deuxième chiffre. Mais s'il revient et que vous n'êtes pas arrivé à cet objectif tensionnel, vous essayez de voir par rapport au médicament que vous lui avez donné. Est-ce que ce médicament-là était déjà à sa dose maximale? Si vous avez plutôt opté pour une dose minimale, à ce moment-là, quand il revient, vous vous dites, puisque je ne suis pas arrivé à l'objectif, je vais donc essayer de passer à la dose maximale pour ce médicament. Vous augmentez la dose, il repart, vous vous donnez encore un intervalle de temps, peut-être 4 à 6 semaines, et il revient. Si au bout d'un certain temps, sa pression artérielle n'arrive pas toujours à s'équilibrer, ça veut dire que peut-être qu'un médicament ne suffit pas, peut-être que l'association que vous avez donnée aussi n'est pas suffisante. À ce moment-là, vous faites intervenir un deuxième médicament, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on peut arriver à 1, 2, 3, voire 4 médicaments pour pouvoir stabiliser la pression artérielle d'un sujet. Voilà. Donc c'est vraiment de façon méthodique qu'on le fait. Et quelles sont les principales contre-indications et les effets secondaires de ces traitements? Ok. Bon, ben, les médicaments, finalement, c'est un peu comme tous les autres médicaments qui sont vendus sur le marché. Hein. Ce n'est pas dénué d'effets secondaires. Par contre, quand on prend les médicaments antihypertenseurs classiques... Ce qu'on fait des associations, voilà, ça, il y a toujours des... Voilà. Et au fait, les associations, le principe, c'était fait pour pouvoir optimiser l'efficacité des médicaments, hein, pour créer une certaine synergie. Oui. Parce que vous avez un médicament A qui n'agit pas forcément de la même manière qu'un médicament B. Oui. Et pourtant, les deux peuvent additionnez des molécules. Voilà, vous additionnez des molécules pour pouvoir optimiser l'efficacité et donc les modalités d'action, les modes d'action de ces deux médicaments pour pouvoir stabiliser la tension. Mais parfois, on fait aussi des associations pour contrebalancer les effets secondaires du médicament A par le médicament B. Donc, c'est souvent des associations rationnelles, donc salvatrices pour les patients. Et donc, lorsque vous avez ces médicaments-là, les constructeurs, donc les laboratoires qui les fabriquent, vous disent par exemple que ce médicament-là peut être contre-indiqué chez tel patient ou chez tel patient. La plupart des contre-indications, je prends par exemple, il y a une classe de médicaments que nous on appelle les bêta-bloquants. Hein, les bêta-bloquants, ce sont des médicaments qu'on utilise aussi pour l'hypertension artérielle. Hein, c'est fait pour baisser la tension artérielle, mais aussi pour ralentir un peu le cœur. Et ces médicaments-là, malheureusement, ne sont pas recommandés, c'est des sujets asthmatiques. Donc, vous voyez, si j'ai un hypertendu qui vient me voir alors qu'il est asthmatique, donc dans la panoplie des médicaments que j'ai, je ne peux pas lui prescrire le bêta-bloquant, sinon je pourrais aggraver son asthme bronchique. Donc, il y a quelques médicaments comme ça qui ont vraiment des effets secondaires, des contre-indications absolues et connues. Sinon, pour la plupart, c'est des contre-indications relatives, en tenant compte du contexte, etc. Et les effets secondaires, effectivement, il y en a un peu beaucoup en fonction des médicaments. Il y en a qui vont vous faire tousser. Hein, vous prenez un médicament pour traiter la tension, mais vous vous rendez compte que plus vous prenez le médicament, plus vous avez une toux sèche qui s'est installée, et c'est une toux qui va durer des semaines, des mois, voire des années, parce qu'on a vu des malades qui toussent comme ça sans arrêt, ils continuent à acheter des sirops, etc. Alors qu'il suffit simplement de se poser la question, mais pourquoi je tousse sans arrêt? Quel est le médicament que je prends? Ou encore, quand on va voir son médecin, il suffit de lui dire, mais docteur, depuis 2, 3, 4 semaines, je ne fais que tousser, la nuit je ne dors pas, j'ai une gorge sèche. Et le médecin va juste vous demander, mais c'est quoi votre médicament que vous prenez? Et si vous lui donnez le nom de la molécule, il saura que c'est peut-être ce médicament-là qui est à l'origine de votre toux. À ce moment-là, il suffit que vous arrêtiez le médicament, mais pour que vous ne toussiez plus, et comme ça, vous n'avez plus à acheter des sirops sans arrêt pour prendre. Et il y a d'autres aussi, quand vous les prenez, mais ça gonfle les pieds. Donc ça donne ce qu'on appelle des édèmes. Et à partir de là, vous remarquez ça? Avant le traitement, vous n'avez pas d'édème, et pendant que vous avez commencé le traitement, vous remarquez que les pieds s'enflent sans arrêt, etc. Et ce n'est pas tabou d'aller voir son médecin pour dire, docteur, depuis que je me traite, je me rends compte que mes pieds s'enflent sans arrêt. Et il va vous demander, mais c'est quoi votre traitement? Il suffit que vous lui donnez le nom de la molécule. S'il sait bien que c'est cette molécule-là qui est à l'origine des édèmes, il va vous l'arrêter pour le remplacer par une autre. Donc très souvent c'est ça, c'est des petits effets secondaires comme ça, qui ne sont pas mortels, mais qui sont parfois un peu désagréables et peuvent vous importuner un peu dans la vie quotidienne.